Et je vous propose donc d'enchaîner avec un échange avec Frédéric Pommier. Donc Frédéric Pommier est journaliste à France Inter et il y a 2 ans, il a publié Suzanne, qui est la biographie de sa grand-mère. Et Suzanne a suscité énormément de réactions. Donc j'aimerais qu'on revienne sur cet ouvrage donc avec lui. Donc peut-être Frédéric, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous est venue l'idée du livre? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Ce livre, il est né tout d'abord d'une chronique que j'ai faite sur l'antenne de France Inter. Dans cette chronique-là, je racontais l'histoire d'une vieille dame. Je ne disais pas tout de suite qu'il s'agissait de ma grand-mère, mais je faisais état de dysfonctionnements que pouvait rencontrer cette vieille dame dans l'établissement où elle s'était installée depuis plusieurs mois. Il se trouve que moi, je venais d'apprendre, enfin, j'avais appris en septembre, octobre, la chronique, je l'ai faite en décembre 2017, et j'avais donc appris, oui, en septembre, octobre, que ça se passait pas bien dans l'établissement où ma grand-mère était arrivée. Elle avait 95 ans. Elle avait donc bien vécu et jusqu'à très tard chez elle, puis dans dans une résidence pour seniors, puis elle n'a plus été en état de vivre encore dans cette résidence pour seniors, et donc elle s'est résignée à s'installer dans un EHPAD. Il se trouve que j'ai appris par ma mère que ça se passait pas bien, qu'il s'était passé plusieurs événements très désagréables pour elle, qu'elle se sentait malmenée parfois, qu'elle trouvait la nourriture absolument épouvantable, qu'elle supportait mal de se retrouver à n'avoir pas grand-chose à faire de ses journées, et pourtant avec des gens qui lui parlaient en lui demandant toujours de se presser. Elle avait du mal à supporter que des vêtements disparaissent, que des objets disparaissent. Il s'était passé différentes choses qui n'allaient pas, et puis elle estimait qu'on l'infantilisait en lui parlant de façon stupide, en l'appelant petite mamie, alors qu'elle a toujours toute sa tête, et puis elle se sentait brusquée, et puis elle se sentait humiliée. Elle a été humiliée à plusieurs reprises dans une relation en face à face avec un membre du personnel qui peut-être n'était pas en forme ce jour-là ou pas à la place dans cet établissement-là. Quand j'ai su ça, j'ai moi, j'avais moi à l'époque à France Inter une chronique qui s'appelait Le quart d'heure de célébrité, où j'avais la possibilité de raconter des histoires de personnes qui surgissent dans l'actualité. Et comme j'ai beaucoup de liberté sur l'antenne de France Inter, je me suis dit que c'était peut-être à ma grand-mère qu'il fallait que je donne ce quart d'heure de célébrité pour qu'à travers elle, je puisse parler de ces dysfonctionnements-là qui, me disais-je, devaient concerner d'autres personnes également. Alors, je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que quand j'ai évoqué l'idée auprès de ma maman, quand je lui ai dit, tu sais, tu me racontes cette histoire, moi je pense que avec la liberté que j'ai sur l'antenne, mon devoir est peut-être de m'en faire l'écho. Je n'ai pas eu l'autorisation tout de suite parce que c'était très compliqué pour ma maman et pour ses sœurs. D'abord, c'était très compliqué de confier leur maman à cet établissement. Comme beaucoup de proches, elles sont culpabilisées, beaucoup. Et quand elles se sont aperçues que c'était un établissement dysfonctionnant, à la culpabilité s'est ajoutée la honte. Et l'idée que moi, je puisse raconter cette histoire-là et ces dysfonctionnements ont provoqué, en outre, la peur de représailles sur leur maman. Donc, j'ai finalement eu le droit, l'autorisation familiale de raconter cette histoire une fois que ma maman et ses sœurs ont été sûres d'avoir une place dans un autre établissement. Ça n'a pas été simple, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis autorisé, moi, à faire cette chronique sur l'antenne de France Inter, où je racontais donc l'histoire de Suzanne, femme de 95 ans, qui avait eu une vie très intense, qui avait eu une vie de sportive accomplie. Elle était championne de tennis, elle adorait conduire vite, très vite, beaucoup trop vite et très mal à nos yeux, mais elle a toujours été persuadée qu'elle conduisait très bien et qu'elle aurait été championne de rallye si jamais elle avait pu faire des rallyes également. Elle a eu une vie très intéressante intellectuellement aussi. Elle voulait être comédienne.
à la Comédie Française, pas ailleurs. Elle se rêvait Sarah Bernard. Elle a énormément voyagé. Elle a beaucoup secondé son mari, qui était avocat. Et puis, elle a eu, comme toutes les femmes de cette génération-là, énormément de malheurs. Arrivée à 95 ans, on avait évidemment eu beaucoup de malheurs. Elle a perdu son mari quand elle avait 40 ans. Elle a été veuve très jeune. Elle a perdu son fils quand il était bébé. Elle a perdu son frère quand il était bébé. Elle a perdu son père. En fait, elle a perdu tous les hommes de sa vie. Et nous, ses petits-enfants, et moi qui suis l'un de ses petits-fils, on est finalement les seuls garçons de la famille à vivre, pour elle, en tout cas. Et ceci n'est pas rien, et nous a permis d'avoir avec elle tous, nous les 10 petits-enfants, des relations privilégiées. Et elle a été, elle est toujours, une grand-mère exceptionnelle. Donc d'apprendre ce qui pouvait lui être arrivé, moi, m'a mis à la fois dans une grande colère, et puis dans une vraie tristesse, que j'ai racontée à travers cette chronique de 4 minutes, sur l'antenne de France Inter, un vendredi de décembre 2017 à 7h-5. Et cette chronique a entraîné un nombre de réactions que je n'imaginais pas. C'est-à-dire, le temps même que j'arrive à mon bureau, j'avais déjà des mails par dizaines. Puis ensuite, les mails sont devenus des centaines. Puis sur les réseaux sociaux, c'était la même chose. Puis sont arrivées des lettres manuscrites. Puis on m'a invité à raconter cette histoire à nouveau dans plusieurs médias, et ça a entraîné d'autres courriers, énormément de messages, certains très embêtés de ce que je racontais, très en colère, en me disant il ne faut pas dire ces choses-là parce que ça jette l'opprobre sur toute une profession, sur tous les établissements, alors que je prends soin chaque fois de dire que ça s'est passé dans cet établissement et qu'il n'y a aucune généralité à faire. Et puis énormément de témoignages de gens qui me disaient vivre la même chose, voire bien pire. Et j'ai lu des témoignages absolument terribles sur ce qui peut se passer avec des personnes âgées dans certains établissements. Et puis j'ai reçu énormément de témoignages de soignants qui m'ont raconté leur métier, certains pour me dire rassurez-vous, dans mon établissement ça ne se passe pas comme ça. On a le temps de bien faire notre métier, mais beaucoup, c'était des témoignages pour me raconter qu'effectivement, ils se sentaient parfois eux-mêmes maltraitants, tout simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes maltraités dans des établissements, des structures qui ne leur permettaient pas de s'occuper convenablement des résidents, qui ne leur permettaient pas de leur faire la toilette en prenant le temps, de les aider à manger en prenant le temps, de leur parler, tout simplement. Et beaucoup me disaient, on connaît vaguement les pathologies des personnes dont on s'occupe, de la chambre 204, de la chambre 208, mais on ne sait pas qui ils sont. Et qu'ensuite il m'a été proposé d'écrire un livre à la suite de cette histoire, ce qui m'a intéressé, moi, c'était de rendre son histoire à ma grand-mère. Précisément ce qu'il y avait manqué dans cet établissement et dans les échanges qu'elle avait pu avoir dans ce premier établissement où elle était, où elle disait, voilà, ils m'appellent petite mamie parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Enfin, on ne me pose aucune question, mais les pauvres, ils n'ont pas le temps. Donc, pendant plusieurs mois, je suis allé la voir assez longtemps pour lui poser beaucoup de questions. On a échangé au téléphone pendant des heures et des moitiés de nuit. Elle est insomniaque, elle n'a jamais dormi de sa vie. Donc, comme en plus, à l'époque, elle avait une mémoire exceptionnelle, elle a toujours eu une mémoire exceptionnelle, bien meilleure que la mienne. Ça nous donnait des échanges très riches. Moi, je prenais en note, j'ai travaillé dans des archives familiales également. Et je voulais que ce livre qu'on m'avait proposé de faire ne soit pas du tout un livre sur la maltraitance. Ça n'est absolument pas un livre sur la maltraitance. Je ne suis pas spécialiste de la maltraitance, je ne suis pas spécialiste des personnes âgées, je ne suis pas spécialiste de l'accueil des personnes âgées, je suis spécialiste de Suzanne. C'est tout. Je suis juste spécialiste de ma grand-mère et donc ce livre, c'est finalement le récit de la vie de ma grand-mère, sa traversée du siècle, de sa naissance au Havre, au début des années 20 à 2017, à son arrivée dans ce premier établissement. Et à travers sa traversée du siècle, je raconte sa vie de femme, je raconte l'évolution du rôle et du regard porté sur les femmes à travers le XXe siècle. Et puis,
de quelle manière elle a été confrontée à la dépendance, à la très grande dépendance et à la brusquerie d'un établissement dysfonctionnant. Ce livre, il est donc pas triste, puisque c'est la vie de ma grand-mère, et que même si elle a eu beaucoup de malheur dans sa vie, elle n'a pas eu une vie triste, et parce qu'elle a toujours eu le sens de l'humour, mais c'était une façon pour moi de lui rendre, je lisais son histoire, de lui rendre ses jambes, elle court beaucoup dans ce livre, de lui rendre sa dignité, dont elle dit qu'elle a perdu depuis qu'elle est arrivée dans cet établissement, dans le premier établissement où elle était, et de lui rendre sa mémoire. Et quand elle-même, elle a lu le livre quelques mois après, alors déjà pendant la rédaction, elle voulait absolument qu'on puisse faire les corrections ensemble. Je lui ai dit que ça allait être un petit peu compliqué, que sinon le livre ne sortirait jamais. Une fois qu'elle a lu le livre devant moi, je voulais qu'elle lise tous les passages et les chapitres qui étaient compliqués, mais une fois qu'elle a lu le livre régulièrement, elle disait « T'as bonne mémoire quand même ». Et moi je lui disais juste « Mais c'est pas la mienne, c'est la tienne, c'est ta mémoire qui est là ». Et je suis content que le livre soit là, même si aujourd'hui elle l'a oublié, car elle a perdu la mémoire désormais. Mais son histoire, elle est là, elle est dans ce livre et c'est la sienne. Voilà, c'est son histoire, c'est sa mémoire. Et quand elle se souvient que le livre existe, elle est heureuse qu'il soit là. Et donc, le livre est sorti en livre de poche et il suscite toujours autant de réactions. Comment vous l'expliquez, hein, bon, au-delà, bien sûr, de votre talent d'écriture et de tout ce que vous transmettez? C'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu, ce sujet du lien, de garder le lien avec les personnes âgées, de prendre soin d'elles, de leur porter attention. Je pense qu'on l'évoque de plus en plus, et heureusement. Il y a eu pas mal de livres hein, sur les grands-mères. Badinter a écrit sur sa grand-mère, Roselyne Bachelot a écrit sur sa grand-mère, Philippe Torreton a écrit sur sa grand-mère. Il faut voir quand même qu'il y a des choses qui passent d'une génération à l'autre, ou même en sautant une génération. J'ai été surpris, moi, que le livre continue, oui, à susciter autant de réactions en poche, y compris pendant le confinement, où j'ai continué à recevoir beaucoup de témoignages de gens qui l'avaient lu pendant le confinement, et beaucoup de témoignages à nouveau de soignants, et puis de gens de ma génération, ou même un peu plus jeunes, qui me disaient, j'ai refermé le livre et j'ai appelé. J'ai appelé mes grands-parents pour leur dire, je viens passer le week-end, il faut qu'on parle. En fait, ça a suscité, enfin pour moi, c'était les meilleurs compliments que je pouvais recevoir. Les gens qui m'expliquaient que suite à la lecture de cette histoire, ils avaient décidé d'aller passer 2, 3, 4 jours avec leurs grands-parents pour dire, je connais rien de toi, raconte-moi ta vie. Pour qu'au moins, moi, je me souvienne de ta vie et on se connaît pas assez. Euh, j'ai rencontré une femme il n'y a pas très longtemps que je connais pas bien, qui m'a juste dit, bah, écoute, moi j'ai lu ton livre et je comprends mieux, je comprends enfin mon père. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Je lui ai dit, mais c'est très bizarre quand même. Enfin, c'était même pas les mêmes générations. Elle n'est pas de ma génération. Son père n'est pas de la génération de ma grand-mère. Et pourtant, euh, il y a, voilà, c'est effectivement un livre sur le dialogue entre les générations, sur l'attention qu'on peut prêter les uns aux autres. Et peut-être qu'en ce moment, on a besoin de lire ce genre d'histoire-là, ou qu'en tout cas, on, on tend davantage à comprendre la nécessité de s'écouter davantage les uns les autres, ou tout simplement d'écouter un peu plus les personnes de la génération de ma grand-mère qu'on considérait peut-être jusqu'à pas très longtemps comme simplement des vieilles personnes. Donc rappeler qu'elles n'ont pas toujours été des vieilles personnes, mais aussi des petits-enfants, des adolescents, des femmes et des hommes qui ont été amoureux, amoureuses, des femmes et des hommes qui ont fait l'amour. Je raconte dans le livre une scène d'amour entre ma grand-mère et mon grand-père. Ça n'est pas très simple à écrire. C'est une des scènes d'ailleurs que je souhaitais que ma grand-mère lise devant moi. Elle m'a confié, quand je l'ai interrogée sur le sujet, qu'elle n'avait jamais connu le plaisir féminin. Moi, je trouvais ça intéressant à écrire. Quand je l'ai interrogée pour lui dire, tu sais, ça va être le portrait d'une femme. Donc, raconte-moi comment se passaient les nuits que tu pouvais passer avec ton mari.
Elle a un petit peu hésité avant de me dire, bon, écoute, à l'âge que j'ai, je vais pas te faire de secret, voilà comment ça se passait. Il était très porté sur la chose, moi pas du tout, je ne sais pas ce que c'est que le plaisir. Bon, mais ça t'a manqué. Elle me dit, mais comment voulais-tu que ça me manque? Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Quand on ne sait pas que les choses existent, les choses ne peuvent pas manquer. Et il y a des gens qui me parlent de cette scène en me disant, c'est exactement ce que m'a raconté ma mère ou ma grand-mère aussi, quand on peut avoir ce genre de discussion intime, mais rappeler qu'une femme de 95 ans, même si elle n'a pas connu le plaisir, ben, elle a fait l'amour dans sa vie. Ça permet aussi d'arrêter de la regarder comme simplement une vieille dame qui est en train de terminer sa vie. Terminer sa vie, ça veut déjà dire qu'elle en a eu une avant. Alors l'écho qu'a pu avoir ce livre, c'est peut-être lié oui, au fait que il y a chez beaucoup de gens le souci de redonner leur histoire aux personnes de cette génération-là. Peut-être une dernière question. On a eu le plaisir ce matin donc d'accueillir Laura Adler qui, dans plusieurs interviews, exprimait des réactions qu'avait suscité l'écriture de son livre et on lui disait oh là là ma pauvre tu écris sur la vieillesse, quelle tristesse. Est-ce que vous avez eu aussi ce genre de réaction? Non, non, parce que c'est pas un livre sur la vieillesse, c'est que je raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup les années de jeunesse de ma grand-mère. Euh, non, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils auraient du mal à le lire parce que le sujet, ils le trouvaient trop lourd. Euh, Moi, à titre personnel, j'aurais préféré ne jamais être confronté à cette histoire et écrire un livre sur ma grand-mère qui aurait inventé une nouvelle danse de salon ou qui aurait effectivement été championne internationale de tennis ou de Formule 1. Écrire sur la vieillesse, je pense pas que ce soit nécessairement triste. Et pour revenir d'un mot sur les réactions que j'ai pu recevoir, moi, j'étais heureux d'écrire ce livre aussi pour, j'allais dire, une rencontre. S'il n'y en avait qu'une, j'en garderais une. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté plein d'histoires terribles et j'ai rencontré des lycéens. Un jour, dans un lycée du nord de la France, on m'a convié à venir raconter cette histoire à des jeunes qui étaient en formation de soins à la personne, pour résumer les choses. Et j'ai vu toute la journée 5 ou 6 classes de jeunes qui revenaient de stages en EHPAD. Moi, je leur ai raconté l'histoire du livre. Certains l'avaient lu. Il y avait des profs encadrants qui étaient là. Et en fait, lors de la dernière rencontre, il devait y avoir une soixantaine d'élèves et une vingtaine avaient une histoire terrible à raconter du stage d'où ils revenaient. L'un disait, moi j'étais dans un établissement où il y avait 65 pensionnaires, on recevait que 42 plateaux repas tous les jours. On nous a appris à rationner. Un autre qui disait, moi j'ai 14 ans et demi, on m'a appris à faire des toilettes tout seul, ça n'a pas été simple. Un autre qui disait, moi les toilettes, ben, c'était des grandes toilettes dans une bassine et on passait à 11 heures après leur avoir demandé de se mettre tous tout nus et ils nous attendaient. Évidemment, je leur ai dit, mais c'est le même établissement que vous décrivez? Non, c'était à chaque fois un établissement différent. Un autre disait qu'on lui avait montré comment attacher les résidents aux toilettes pour ne pas avoir à revenir dans les 3 minutes en étant sûr qu'ils ne tombent pas. Une autre disait qu'elle avait fait des toilettes mortuaires. Alors, je ne savais pas, moi, que c'était même dans les attributions d'une aide-soignante. Et un dernier, c'était le coup de massue, expliquait que bah, lui, oui, il y avait eu un décès et que bah, on lui avait montré même que bon, dans l'établissement où il était, que on mettait des affaires dans un sac poubelle pour la famille, mais que ce qui était un peu bien, on pouvait s'en emparer. Je me suis retrouvé à dire, là, tu es en train de me décrire un vol sur une personne défunte, enfin, c'est un délit. Il disait, mais apparemment, c'est comme ça que ça se passait ici. À nouveau, il n'y a aucune généralité à faire. Et moi, depuis que j'écris ce livre, je ne cesse de dire, dans l'essentiel des établissements, ça se passe très bien. Mais là, j'ai eu un condensé en quelques heures de choses qui se passaient, qui se passent encore aujourd'hui et qu'avaient pu observer des jeunes de 14 à 16 ans qui revenaient de ces établissements-là. J'en ai eu la mâchoire qui s'est décrochée en me disant je ne pensais pas que ce livre m'amènerait à ce type de confidence. Et ensuite, j'en ai parlé aux enseignants qui étaient là, qui étaient très gênés, en me disant excusez-nous, c'est vrai qu'ils reviennent de stage, donc là, ils ont tous leurs histoires.
Ça fait quand même beaucoup pour une seule journée. Je ne vous en ai cité que quelques exemples et je leur disais, mais quand ils vous disent ça en rentrant de stage, qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Enfin, vous faites quoi avec ces histoires-là? Et les deux enseignantes, qui étaient des dames très bien, ont répondu, on leur dit de se taire, parce que s'ils parlent, ils n'auront plus de stage et pas d'emploi dans la région. Et en entendant ça, je me suis dit que c'était peut-être pour ça que j'avais écrit ce livre et que j'avais pris la parole ce jour-là sur France Inter en racontant l'histoire de ma grand-mère. Je pense qu'il y a plein d'endroits où effectivement les gens se taisent pour des raisons économiques ou morales ou autres, et que peut-être qu'il faut prendre la parole encore chaque fois que ça dysfonctionne, sans dire ça se passe comme ça et mal partout, mais en disant ici et là, ça continue à se passer mal, et, hum, et c'est pas bien quand ça se passe mal, parce que les résidents sont pas bien, parce que le personnel lui-même n'est pas bien, parce que les familles sont désolées. Un immense merci, Frédéric Pommier, pour votre Et à vous. témoignage et merci aussi pour Suzanne. Voilà. Merci, merci à vous. On va marquer une courte pause de 10 minutes et on se retrouve donc pour notre prochaine table ronde. Donc, vivre l'EHPAD autrement et je pense que ça s'impose. Merci encore à vous.